Bonjour et bienvenue sur SkillsTechNet. Mon nom est Rodrigue Diaki. Nous allons voir aujourd'hui une introduction à la configuration de Samba 4 Active Directory sous Linux CentOS 7. Notre présentation va s'articuler autour de 5 grands points. Premièrement, nous allons voir ce que c'est Samba 4. Ensuite, viendront les fonctionnalités. Et après, je vous présenterai notre architecture de test à partir de laquelle nous allons faire notre déploiement. En quatrième point, nous verrons les différentes étapes du déploiement. Et enfin, en cinquième point, nous passerons au déploiement proprement dit. Samba 4 est une version de la suite Samba développée en parallèle avec la branche stable Samba 3. Une des nouveautés majeures de cette version est le support des protocoles d'authentification utilisés par Windows 2000 et plus. Samba 4 supporte le côté serveur dans un environnement Active Directory utilisé par Windows 2000. Il est ainsi possible de joindre complètement des clients Windows à un domaine et effectuer des opérations d'ouverture de session. Il inclut également un serveur LDAP et un centre de distribution de clés Kerberos. Les fonctionnalités de Samba 4 sont multiples. Nous retenons celles-ci. L'implémentation côté serveur de l'annuaire LDAP Active Directory, un serveur d'authentification Kerberos KDC, un serveur DNS dynamique sécurisé, le support de la version 3.0 du protocole SMB, qui permet bien entendu le partage de fichiers et d'impressions, un serveur RPC, la prise en charge des objets stratégiques des groupes GPO, un support de configuration via le service AirSat pour les clients Windows. Le domaine peut s'administrer via un outil en ligne de commande très puissant qu'on appelle Samba Tool. Il y a également la possibilité de joindre un serveur Samba à une infrastructure Active Directory existante. Notre architecture de test se présente donc comme suit. Il est composé d'un serveur Linux CentOS 7 sur lequel nous allons déployer Samba 4, de 3 postes Windows 10 qui seront utilisés comme suit. Le premier poste PC1 sera utilisé pour l'administration de notre serveur Linux CentOS 7 à partir des outils d'administration que nous avons déjà vus dans les vidéos précédentes, à savoir PuTTY et WinSCP. Les deux autres postes vont nous servir à pouvoir joindre des postes clients Windows à Active Directory et faire des tests d'authentification. Les différentes étapes de notre déploiement vont donc être subdivisées en 3 parties. Premièrement, nous verrons la préparation de notre environnement de travail. Ensuite, nous allons voir le déploiement de Samba. Et enfin, nous allons passer à la phase de test. Toutes ces étapes seront donc égrenées au cours de notre présentation. Nous passons maintenant au déploiement proprement dit de Samba 4 dans un environnement VMware Workstation. Alors, nous allons tout de suite passer à la préparation de notre environnement de travail. Mais avant, nous allons faire un petit tour d'horizon de cet environnement et voir quels sont les équipements qui le composent. Notre environnement VMware Workstation est donc composé d'un serveur Linux CentOS 7 sur lequel nous allons déployer Samba 4, comme nous l'avons montré dans notre architecture. Ensuite, nous avons 3 postes de travail Windows 10. Le premier poste va nous permettre d'administrer notre serveur Samba 4. Les 2 autres postes nous permettront de pouvoir faire des tests de jonction de postes Windows au domaine Samba 4 et de faire des tests d'authentification. Nous passons donc tout de suite à la première étape de la préparation de notre environnement de travail. Dans cette étape, nous allons définir les différents paramètres TCP/IP du serveur Linux et des 3 postes de travail. En effet, le serveur Linux sera configuré avec les paramètres TCP/IP que vous voyez ici et nos 3 postes de travail utiliseront les 3 adresses qui suivent. Le poste 1 aura cette adresse, le poste 2 la seconde adresse et le poste 3 la troisième adresse. Je vais donc me rendre dans un premier temps sur le serveur Linux et modifier les paramètres TCP/IP du serveur. Je vais donc dans les paramètres
Et dans le réseau, j'affiche les paramètres des différentes cartes réseau. Et ici, je vais définir les adresses IP telles que nous les avons présentées. Donc ici, je vais mettre manuel et définir l'adresse IPv4 192.168.17.90, masque de sous-réseau 255.255.2.0, passerelle 192.168.17.2 et serveur DNS 192.168.17.90. Je vais ajouter un second DNS qui est en fait l'adresse IP du routeur Internet. Je vais appliquer ces paramètres. Voilà. Et dans Identité, je vais cocher l'option Connexion automatique. Cette option permet donc d'activer la carte réseau à chaque fois que le serveur va redémarrer. Je vais cliquer sur Appliquer. Et après avoir défini ces paramètres, je vais me rendre dans le fichier de configuration de ma carte réseau pour ajuster d'autres informations. Donc voilà, je vais me rendre sur mon disque dur, dans ETC. Je vais rechercher le dossier sysconfig. Et ensuite, je vais rechercher le dossier network script. Et ici, je retrouve le fichier de configuration de ma carte réseau. Alors, dans cette configuration, je vais juste ajouter un élément. Et cet élément, c'est le domaine avec lequel nous allons travailler. Donc, j'ajoute l'option domaine égale en minuscule à skills.local. J'enregistre mes modifications. Je ferme la fenêtre et je vais redémarrer les services réseau. Pour cela, je vais donc aller en ligne de commande et saisir la commande service network restart. Voilà. Les services réseau ont donc redémarré. Nous allons ensuite passer à la configuration TCP/IP des postes Windows 10. Alors, ce sont des configurations de réseau vraiment basiques que je vais simplement afficher. Voilà, je vais juste montrer les propriétés TCP/IP. Voilà, les adresses que nous avons définies ont été donc configurées de façon manuelle. Alors, il faut noter que dans cette présentation, il n'y a pas de DHCP. Donc, les différentes adresses que vous voyez, nous les avons affectées manuellement. Donc, pour le PC1, voici les différents paramètres TCP/IP. Alors, il faut donc faire attention dans l'affectation des adresses DNS. L'adresse que vous voyez ici, c'est bien l'adresse IP de notre serveur Active Directory, c'est-à-dire notre serveur Samba 4. Et la seconde adresse, c'est l'adresse de notre routeur Internet. Donc, toutes les autres machines ont été configurées de la même manière. La seule adresse qui change, c'est l'adresse propre à la machine. Donc, pour le poste numéro 2, vous verrez 51. Pour le poste numéro 3, vous verrez 52. Voilà, nous allons donc passer à l'étape suivante de la préparation de notre environnement. À l'étape numéro 2, nous allons retourner sur notre serveur Linux CentOS 7
et vérifier les deux fichiers suivants. Le premier fichier, c'est le fichier hostname et le second, c'est le fichier resolve.conf. En effet, dans hostname, nous devons pouvoir retrouver le nom FQDN de notre serveur que nous avons défini à l'installation de Linux. Et dans le fichier resolve.conf, nous devons pouvoir retrouver ces trois paramètres qui ont été définis lors de la configuration TCP/IP de notre serveur. Nous allons donc retourner sur notre serveur Samba, mais cette fois-ci à partir du poste 1, sur lequel nous avons déjà installé les outils d'administration WinSCP et PuTTY qui vont nous permettre d'administrer directement le serveur Linux sans nous rendre physiquement sur ce serveur. Alors, je vous conseille de visionner la vidéo VLI 008 dans laquelle nous montrons comment installer et configurer les outils d'administration WinSCP et PuTTY qui sont de puissants outils d'administration des environnements Linux. Je vais donc lancer PuTTY. Voilà. Voilà. Et afficher directement le nom FQDN de mon serveur en saisissant la commande hostname. Voilà. Le nom FQDN de mon serveur. Je rappelle que ce nom, je l'ai défini au cours de l'installation de mon serveur, mais il peut être également défini après l'installation. Nous allons également vérifier deux fichiers, le fichier hostname et le fichier resolve.conf. À l'intérieur du fichier hostname, nous devons être capables de retrouver le même nom FQDN que celui affiché ici. Et dans le fichier resolve.conf, nous devons retrouver une partie des paramètres TCP/IP qui concernent directement la configuration du serveur DNS. Je vais donc lancer mon outil WinSCP. Voilà. Je me connecte donc sur mon serveur Linux et je vais rechercher le fichier hostname. Là, nous sommes dans le répertoire etc. Voilà, dans hostname, j'ai le nom FQDN de mon serveur. Et ensuite, je vais rechercher le fichier resolve.conf qui, lui, enregistre les paramètres DNS. Voilà, donc ici, j'ai le nom du domaine, skills.local, et j'ai les deux serveurs DNS que j'ai définis pendant la configuration des paramètres TCP/IP. Voilà, ces deux conditions sont donc remplies. Nous allons maintenant passer à l'étape 3 de la préparation de notre environnement. À cette étape, nous allons modifier le fichier etchost à l'intérieur duquel nous allons définir l'adresse IP de notre serveur Samba et définir également le nom FQDN ainsi que le nom NetBIOS. Il faut dire que le fichier host est le fichier de référence pour les serveurs Linux en ce qui concerne l'identification des différents serveurs de notre environnement. Dans ce fichier, nous définissons un tableau qui comporte les adresses IP de tous les serveurs qui participent à l'infrastructure et ensuite il faut définir, comme c'est fait ici, les noms FQDN et les noms NetBIOS. Ce fichier est utilisé par la plupart des applications qui utilisent la résolution de noms. Nous allons donc partir tout de suite sur le serveur Linux pour la configuration de notre fichier host. Voilà, je me rends donc sur mon serveur Linux via le poste Windows 10 sur lequel, je rappelle encore, nous avons installé les outils d'administration WinSCP et PuTTY pour nous permettre d'administrer directement notre serveur Linux. Je suis donc ici dans le dossier etc et je vais rechercher le fichier host. Voilà. Voici donc comment se présente à l'origine ce fichier. Je vais simplement ajouter un enregistrement qui concerne mon serveur Linux.
Voilà, ici je vais définir l'adresse IP du serveur. Et après, je vais ajouter le nom FQDN de mon serveur. Et ensuite, j'ajoute le nom NetBIOS. Et ces informations doivent correspondre exactement à ce qui est enregistré dans le fichier hostname. J'enregistre le fichier et nous passons à l'étape numéro 4. Au cours de cette étape, nous allons désactiver SE Linux et ensuite redémarrer notre serveur Linux. Alors, comme je l'ai déjà expliqué dans la plupart des vidéos Linux précédentes, SE Linux est un système de sécurité natif de Linux qui s'approprie les permissions sur les différentes ressources, surtout les dossiers et les fichiers sous Linux CentOS 7. Nous avons donc besoin de désactiver SE Linux afin de permettre aux différentes applications que nous installons de s'approprier les différents droits et les permissions sur les dossiers et les fichiers qui les concernent. Voici donc la raison pour laquelle nous allons désactiver SE Linux et après redémarrer le serveur Linux. Je retourne donc sur mon serveur Linux via WinSCP et je vais me rendre dans le fichier config à partir du dossier etc SE Linux. Donc, je suis dans etc, je vais chercher le dossier SE Linux. Je rappelle que cette manipulation, nous l'avons déjà faite à plusieurs reprises dans nos différentes vidéos précédentes. Donc, je recherche SE Linux. Voilà. Je fais double-clic sur config. Et ici, à la place de enforcing, je vais appliquer le paramètre disable qui signifie désactiver. Voilà, j'enregistre mon fichier et ensuite je redémarre mon serveur Linux via mon interface PuTTY avec la commande reboot. Et voilà. Nous allons donc passer à l'étape suivante, à savoir l'étape numéro 5. À l'étape numéro 5, nous allons ouvrir dans le pare-feu Linux les différents ports utilisés par Samba pour son fonctionnement. Ces ports sont multiples et sont intégrés à ces différentes commandes d'ouverture de ports au niveau du pare-feu firewall D de Linux CentOS 7. Vous retrouverez donc toutes ces commandes dans notre fichier TXT. Nous allons donc tout de suite partir sur le serveur Linux pour exécuter ces différentes commandes en utilisant bien sûr notre fichier TXT à l'intérieur duquel nous avons déjà saisi toutes ces commandes pour nous faciliter l'exécution de ces différentes commandes. Voilà, voici donc notre fameux fichier TXT et je vais copier donc cette suite de commandes qui va me permettre d'ouvrir entre autres le port 53 qui est vraiment le port le plus important de tous ces ports parce que c'est ce port que le système DNS de Samba va utiliser pour pouvoir recevoir les différentes connexions des postes clients. Je vais donc copier cette suite de commandes et me rendre sur mon serveur Linux. Ici, je vais réinitialiser la session puisque à l'étape numéro 4, nous avions redémarré le serveur. Je vais donc m'authentifier. Voilà, je vais effacer l'écran pour qu'on ait plus de lisibilité. Et je vais coller toutes ces commandes que j'ai copiées à partir de mon fichier TXT. Je rappelle encore une fois que nos différents fichiers que nous utilisons dans nos présentations sont disponibles sur notre site internet
www.skills-technet.com. Je vais donc exécuter la commande. Voilà. Alors, le nombre de fois que vous voyez success représente le nombre de commandes que nous avons exécutées. Ensuite, après avoir exécuté ces commandes, il faut bien entendu redémarrer le pare-feu avec la commande suivante. Et voilà, le pare-feu a été redémarré. Donc, toutes les modifications que nous avons faites avec l'ouverture des ports ont été enregistrées dans notre pare-feu. Ainsi prend fin donc la préparation de notre environnement pour l'installation de notre Samba 4. Nous allons maintenant passer à la deuxième grande partie, le déploiement de Samba 4. Nous voici donc dans la seconde partie de notre déploiement qui va nous permettre d'installer et configurer Samba 4. Mais avant de continuer, nous allons tester notre environnement de travail que nous avons préparé dans la première partie pour nous assurer que tout a été correctement configuré avant de démarrer l'installation. Je retourne donc sur mon serveur Linux via notre poste Windows 10 et je vais faire des pings sur Internet pour vérifier que notre poste Linux communique correctement avec Internet. Voilà, j'arrive à pinguer l'adresse 4x8 qui est le DNS de Google. Je vais également tester une résolution en faisant ping www.google.com. Voilà, la résolution se fait donc correctement. Je vais passer sur les deux postes de test pour vérifier que ces postes sont capables de communiquer avec notre serveur Linux. Je vais donc faire un ping sur ce serveur. Voilà, le serveur répond. Je vais également faire le même test sur le poste numéro 3. Voilà, notre serveur Linux répond. Les conditions sont donc remplies pour démarrer l'installation de Samba. Nous partons donc tout de suite avec l'étape numéro 1 de cette seconde partie. À l'étape numéro 1, nous allons faire une mise à jour complète de notre serveur Linux pour nous assurer qu'il possède tous les paquetages nécessaires au déploiement de Samba. La commande que nous allons utiliser, c'est donc la commande yum update. Je retourne donc dans mon fichier txt et je copie la commande pour la coller dans mon environnement PuTTY sur le serveur Linux. Voilà. La commande yum va donc aller sur Internet et rechercher tous les paquetages nécessaires à la mise à jour de notre serveur Samba. Voilà. Voici donc les différents paquetages qui ont été trouvés et je vais maintenant valider leur installation en tapant Y pour Yes. Voilà, l'installation des paquetages a commencé. Ici, je vais encore taper O pour oui, pour dire que je suis d'accord avec les différentes informations qui ont été trouvées. Je fais Entrée et l'installation se poursuit. Voilà, notre mise à jour est donc terminée. Nous allons maintenant passer à l'étape numéro 2 de notre déploiement. À cette étape,
nous allons installer ce qu'on appelle les dépendances de Samba 4. En fait, ce sont des paquetages très particuliers qui entrent directement dans l'installation de Samba 4. Et cette installation va donc se faire toujours avec la commande yum install, et derrière cette commande se trouve le nom de tous les paquetages qui vont rentrer directement dans l'installation de Samba 4. Je retourne donc sur mon fichier txt et je copie la commande d'installation des dépendances. Et sur mon serveur Linux via PuTTY, je vais coller cette commande et appuyer sur Entrée. Voilà. Je fais ensuite Y pour dire Yes. Et l'installation des dépendances démarre. Voilà. Les dépendances ont été correctement installées. Nous allons maintenant passer à l'étape numéro 3. À cette étape, nous allons créer la variable d'environnement path qui va indiquer à notre serveur Linux dans quel dossier vont se trouver les fichiers exécutables. Cette configuration va nous servir un peu plus loin dans notre déploiement. Je retourne donc sur mon serveur Linux et je vais créer le fichier samba-path.sh dans le dossier profil-d qui se trouve dans etc. Pour cela, je vais lancer mon WinSCP et me rendre dans le dossier profil-d. Voilà, je suis dans etc et je cherche le dossier profil-d. Voilà, dans profil-d se trouvent tous les fichiers scripts que Linux exécute au démarrage. Je vais donc faire un clic droit, nouveau, fichier, et saisir le nom de mon fichier, samba-path.sh. Je clique sur OK et à l'intérieur de ce fichier, je vais mettre le chemin qui définit ma variable d'environnement path. Je retourne donc dans mon fichier txt et je vais copier le chemin de la variable d'environnement. Et sur le serveur Linux, je vais coller ce chemin, enregistrer mon fichier. Il faut dire que le fichier dans lequel nous enregistrons, c'est le fichier samba-path.sh, qui est le fichier que nous venons de créer. Je vais fermer le fichier et redémarrer mon serveur Linux CentOS via PuTTY avec la commande reboot. Voilà, mon serveur Linux redémarre. Nous pouvons le constater ici. Voilà. Ainsi s'achève donc l'étape numéro 3. Nous passons maintenant à l'étape numéro 4. Alors, l'étape numéro 4 est un tournant décisif de notre déploiement. En effet, au cours de cette étape, nous allons vérifier la disponibilité du port 53. En fait, le port 53 est le port utilisé par Samba pour son système DNS intégré. Et c'est ce système que les postes clients vont utiliser pour pouvoir joindre le domaine Samba 4. Si le DNS intégré de Samba 4 ne fonctionne pas, votre configuration ne fonctionne pas non plus, parce qu'aucun poste client ne sera capable de joindre votre domaine Active Directory. Cette étape est donc importante et nous sommes tenus d'insister sur le fait que le port 53 est vraiment le port
privilégié dont il faut tenir compte dans cette partie. Alors, par défaut, ce port est utilisé par DNSMask, qui est le DNS intégré à Linux CentOS 7. Et à l'installation de Linux CentOS 7, DNSMask s'accapare le port 53. Nous devons donc nous arranger pour libérer le port 53 de l'utilisation de DNSMask afin que Samba 4 puisse le récupérer pour la gestion de son DNS intégré. Que faut donc-il faire? Premièrement, nous allons vérifier le port 53. Et ensuite, nous allons désactiver DNSMask. Et après, nous allons totalement arrêter le processus DNSMask de notre système Linux. Ensuite, nous reviendrons pour voir quel est l'état du port. Est-ce que DNSMask l'utilise toujours après toutes ces manipulations ou qu'est-ce qu'il en est exactement? Une fois que nous aurons libéré ce port, cela signifie qu'il sera désormais libre pour être utilisé par Samba 4. Nous allons donc tout de suite partir avec la vérification de la disponibilité du port 53. Je me rends donc sur mon serveur Linux que nous avons redémarré à l'étape numéro 3. Je vais donc réinitialiser la session. Je vais effacer l'écran pour plus de lisibilité et je vais saisir les commandes qui vont me permettre de vérifier la disponibilité du port 53. Je retourne donc dans mon fichier txt et je copie la commande netstat avec l'option grep qui va nous permettre de vérifier déjà si Samba a été installé sur notre serveur lors des mises à jour. Voilà, je retourne donc sur mon serveur, je fais netstat. Et voilà, je n'ai aucun résultat. Cela signifie que Samba n'est pas en cours d'exécution sur le serveur. Ensuite, je vais exécuter maintenant la commande de disponibilité du port 53 avec la même commande netstat. Je vais donc rappeler la commande. Et puis, ici, saisir 53. Voilà. Et je fais entrer. Voilà. Donc, nous constatons tout de suite que le port 53 existe bel et bien et qu'il est utilisé par DNSMask. Ce qui n'est pas bon pour nous. Nous allons donc nous arranger pour que DNSMask libère le port 53 afin que Samba puisse l'utiliser. La première démarche à mener est donc de désactiver DNSMask avec la commande systemctl disable. Voilà. Je fais donc systemctl disable DNSMask et je fais entrer. Voilà, je viens donc de désactiver le système DNS intégré, mais ce n'est pas terminé parce que même étant désactivé, il utilise toujours le port 53. Je vais donc juste refaire un grep sur 53 et voilà, on le voit toujours. La seule utilité de cette commande, c'est que lorsque notre serveur Linux va redémarrer, DNSMask sera désactivé, mais il ne lâchera pas pour autant le port 53. Et pour cela, nous allons utiliser la commande killall qui va nous permettre d'arrêter définitivement ce service. Je vais donc lancer ma commande killall avec l'option -9 et le nom du service DNSMask. Voilà. Et je fais entrer. Ensuite, je vais effacer l'écran et je vais refaire le même test avec le port 53. Voilà. Là, nous constatons que DNSMask a donc disparu
et qu'il n'utilise plus le port 53. Celui-ci est donc libre pour que Samba 4 puisse l'utiliser. Nous passons donc à l'étape numéro 5 de notre déploiement. À l'étape numéro 5, nous rentrons dans le vif du sujet. Nous allons maintenant lancer les différentes commandes d'installation de Samba 4. Premièrement, je vais créer un dossier Samba à la racine de mon serveur. Je vais me placer dans ce dossier et télécharger notre logiciel Samba 4. Ensuite, avec la commande tar, je vais décompresser le fichier téléchargé et au cours de cette décompression, un dossier Samba 4.6.0 sera créé. Je vais me rendre dans ce dossier et exécuter les différentes commandes de compilation et d'installation de Samba 4. Je retourne donc dans mon fichier TXT et je vais copier la commande de création du dossier Samba et je vais sur mon serveur Linux CentOS 7. Je colle la commande, je fais bien attention pour respecter l'architecture de la commande. Je valide et le dossier Samba est créé. Ensuite, je vais faire un CD sur ce dossier pour me rendre à l'intérieur. Voilà, je fais entrer et ici, je vais télécharger mon logiciel Samba. Je retourne donc dans mon fichier TXT et je copie la commande de téléchargement. Et je la colle dans l'interface de mon serveur Linux et je fais entrer. Voilà. Le système Linux CentOS va donc aller sur Internet pour vérifier la disponibilité du logiciel Samba et le télécharger dans le dossier indiqué. Voilà, le téléchargement est donc terminé. Nous pouvons faire un ls pour vérifier la présence du fichier. Voilà, le fichier a été téléchargé. Je vais maintenant le décompresser avec la commande tar. Donc, je fais tar -zxvf. Et je saisis le nom du logiciel Samba et je fais entrer. Voilà, la décompression commence et s'achève rapidement. Je vais maintenant me placer dans le dossier Samba. Voilà. Et à l'intérieur de ce dossier, je vais exécuter le script de configuration. Voilà. /configure. Après donc cette partie, je vais exécuter la commande make et makeinstall pour terminer l'installation. Voilà, la commande configure a terminé la configuration avec le message que nous voyons pour dire que cette opération s'est déroulée correctement. Nous allons maintenant passer à la dernière partie de cette installation avec l'exécution simultanée des commandes make et makeinstall. Je retourne donc dans mon fichier TXT et je vais copier ma commande makeinstall et je retourne sur mon serveur et je vais exécuter cette commande. Voilà. L'installation démarre donc. Alors, je vais juste vous dire que cette partie est très longue et prend quand même assez de temps. Vous êtes donc tenu d'être patient et regarder le serveur terminer son travail. Voilà, la commande makeinstall s'achève donc avec succès.
Cela signifie que l'installation de Samba 4 a réussi. Nous passons maintenant à l'étape numéro 6 pour la suite du déploiement. À l'étape numéro 6, nous allons installer la clé Kerberos. En effet, une clé se trouve déjà dans le fichier etc à l'installation de Linux. Cette clé, nous allons la renommer avec la première commande et la seconde commande va nous permettre de copier la clé qui a été installée avec Samba et de remplacer cette clé originelle se trouvant dans le fichier etc. Je retourne donc dans mon fichier txt et je copie la commande qui me permet de renommer la clé d'origine. Et je vais sur mon serveur Linux via l'interface PuTTY et je colle cette commande. Ensuite, je vais retourner dans mon fichier txt pour copier la seconde commande de transfert de la clé dans etc. Voilà, je vais copier cette commande et sur mon serveur Linux, je vais la coller et l'exécuter. Voilà, la nouvelle clé a été transférée dans etc et c'est cette clé-là qui sera utilisée pour la configuration de Samba 4. Et à la fin de cette configuration, une autre clé sera générée et c'est définitivement cette dernière clé qui sera utilisée pour les échanges avec les postes clients. Nous passons donc à l'étape numéro 7 pour la suite de notre déploiement. L'étape numéro 7 va nous permettre de configurer Samba et la configuration va consister à définir le nom du domaine, à savoir le nom NetBIOS et le nom FQDN de notre DNS et à affecter le mot de passe de l'administrateur et ensuite à générer la dernière clé Kerberos. Alors ici, nous allons être tenus de fournir un mot de passe. Rappelez-vous que Active Directory a ses exigences de complexité de mot de passe et ces exigences doivent être respectées. Le mot de passe doit avoir au moins 7 caractères et doit respecter les exigences selon lesquelles il doit contenir des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux et des chiffres. Je vous propose donc d'utiliser dans cette partie le mot de passe que je vous indique ici pour vos différents tests. Je retourne donc dans mon fichier txt et je copie la commande de configuration de Samba 4. Je retourne sur mon serveur Linux et je vais effacer l'écran pour plus de clarté et je colle la commande de configuration. Voilà, ici on me demande de fournir un nom de domaine. Par défaut, le nom de domaine affiché ici est celui que nous avons défini pendant la phase de préparation. Nous allons donc le conserver. Pour cela, je fais Entrée. Ensuite, le nom de domaine NetBIOS est Skills. Nous allons également le conserver. Je fais Entrée. Alors, cette ligne me demande si je veux faire de mon serveur un contrôleur de domaine, un serveur de groupe de travail ou un serveur membre d'un domaine. Par défaut, c'est l'option contrôleur de domaine qui est choisie, à savoir DC. Je vais donc appuyer sur Entrée pour dire que je choisis de faire de mon serveur un contrôleur de domaine. Ensuite, la ligne numéro 4 me demande si je veux utiliser le système DNS intégré à Samba. Je valide pour dire oui. L'adresse IP du serveur DNS est donc celle qui a été définie pendant la phase de préparation. Je valide également cette adresse et là, je suis tenu de fournir le mot de passe administrateur tel que je viens de l'expliquer. Je vais donc retourner sur mon poste de travail directement où je vais saisir mon mot de passe pour être sûr
qu'il correspond à mes attentes. Voilà. Et je vais le copier et le valider dans mon interface en cliquant sur le bouton droit de ma souris. Voilà, je fais entrer, je clique encore et je fais entrer. Et voilà. Le système va donc nous créer la base de données d'annuaire Active Directory, la base SAM des mots de passe. Il va créer la forêt, les différentes partitions d'annuaire et les zones pour notre système DNS. Il va nous faire un résumé de tout ce que nous avons sélectionné. Le rôle de notre serveur est donc un contrôleur de domaine Active Directory. Son nom NetBIOS, c'est CLDC. Le nom NetBIOS du domaine, c'est Skills. Et le nom du domaine, c'est skills.local. Et là, nous voyons le SID de sécurité du domaine qui a été généré. Voilà, nous allons maintenant passer à l'étape numéro 8 de notre déploiement. Mais avant, notez que cette ligne indique la création d'une nouvelle clé Kerberos, la clé dont je parlais justement. Le système nous indique ici que la clé a été générée et se trouve dans ce dossier. Nous allons donc prendre cette clé et remplacer celle qui se trouve dans ETC. Voilà, à l'étape numéro 8, nous allons donc copier cette nouvelle clé qui a été générée après l'installation du contrôleur de domaine et nous allons la copier dans ETC pour remplacer la clé que nous avons utilisée justement pour la configuration de notre contrôleur de domaine. Je retourne donc dans mon fichier TXT et je vais copier cette commande et sur mon serveur Linux, l'exécuter. Voilà, le système me demande si je veux écraser l'ancienne clé. J'ai dit oui avec Y et je fais entrer. Voilà, la nouvelle clé Kerberos a été installée. Nous passons maintenant à l'étape numéro 9 de notre configuration. À l'étape numéro 9, nous allons créer un script de gestion du service Samba. En effet, lors de l'installation de Samba, il n'y a pas de script qui vous permet de gérer de façon efficiente le service Samba. Vous pouvez juste démarrer le service Samba, mais pour afficher le statut de Samba, le redémarrer, etc., vous êtes tenu de créer un script. Voici donc le script que je vous propose. Celui-ci va nous permettre de redémarrer le service Samba, vérifier son statut, l'arrêter et faire tout ce que nous voulons avec ce service. Dans un premier temps, nous allons créer un fichier appelé samba.service dans ETC système des systèmes et ajouter le code que voici. Le code comprend trois parties. La première partie indique à Linux à quel moment exécuter notre script samba.service. Et la seconde partie de ce code indique à Linux ce qu'il faut faire avec notre script. En effet, avec la commande exec start, il sait qu'il doit exécuter le script Samba dans le dossier user local Samba spin. Rappelez-vous bien, nous avions défini une variable d'environnement et c'est ici que rentre en ligne de compte la variable d'environnement qui a été définie. Cette variable d'environnement, en effet, indique à Linux où se trouvent les fichiers exécutables. Et enfin, le dernier bloc demande à Linux d'exécuter le script dans un environnement multi-utilisateur. Nous partons donc pour la création de notre fichier samba.service et la copie du code que voici à l'intérieur de ce fichier. Je vais donc sur mon serveur Linux et cette fois-ci, je vais utiliser WinSCP pour me rendre dans ETC,
systemd, voilà. Systemd, système, et ici, je vais créer le fichier Samba Service. Voilà. Samba.service. Et je fais entrer. Et maintenant, je vais coller le code dont je parlais tout à l'heure à l'intérieur de ce fichier. Je retourne donc dans mon fichier txt et je vais copier le code et le coller dans mon fichier Samba Service. Voilà. J'enregistre le fichier et je le ferme. Nous allons maintenant passer à l'étape numéro 10 pour voir comment est-ce que nous pouvons utiliser le nouveau service Samba que nous venons de créer. À l'étape numéro 10, nous allons activer Samba avec la première commande. Nous allons le démarrer et ensuite nous allons vérifier son statut pour voir s'il a démarré ou pas. Et c'est le service que nous venons de créer qui va nous permettre justement d'exécuter ces trois commandes. Je retourne donc dans mon fichier txt et je copie la commande d'activation de Samba. Et sur mon poste Windows 10, je retourne dans mon interface PuTTY et je colle la commande. Voilà, un lien dynamique vient d'être créé pour dire que le script a été correctement exécuté et que Samba a été activé. Ensuite, je vais démarrer Samba avec la seconde commande. Je retourne sur mon serveur. Et voilà, Samba démarre. Et avec la troisième commande, nous allons vérifier le statut du service pour voir si Samba a réellement démarré ou non. Je copie donc la commande de vérification du service. Je retourne dans mon interface PuTTY. Je vais effacer les lignes pour plus de clarté et j'exécute ma commande de vérification de statut. Et voilà. Voilà. Voici donc trois éléments qui nous permettent de savoir que Samba a démarré. Voilà. Nous voyons Active Running, qui veut dire en cours d'exécution. Ensuite, nous avons un point vert qui indique l'exécution du service. Et ensuite, ici, nous avons Enabled, qui signifie que le service est activé pour démarrer à chaque fois que le serveur Linux va redémarrer. Nous passons maintenant à l'étape numéro 11 de notre configuration. Alors, à l'étape numéro 11, nous allons maintenant tester la disponibilité du port 53 et vérifier que ce port est bien détenu par Samba. Je retourne donc dans mon fichier txt et je copie la commande netstat et je vais sur mon serveur Linux via PuTTY et j'exécute cette commande. Voilà. Donc, je vois bien par ce résultat que Samba détient bien le port 53. Voilà. Toutes les instances de Samba utilisent le port 53 en TCP comme en UDP. Nous voyons donc par ce test que Samba fonctionne correctement. Nous allons maintenant passer à la dernière étape de notre déploiement avec les différents tests de validation. Au cours donc de cette phase, nous allons effectuer différents tests pour valider le bon fonctionnement de notre système DNS et de Samba. Et ensuite, nous allons joindre les postes clients à notre domaine Active Directory
afin de tester l'authentification de nos utilisateurs. Au cours donc de la phase numéro 1, nous allons tester la disponibilité du dossier sysvol et l'authentification avec la disponibilité du service netlogon. Pour cela, je vais exécuter la commande que voici. Je retourne donc dans mon fichier txt et je copie la commande de test du client Samba. Je vais sur mon serveur Linux et j'exécute la commande. Voilà. Donc, netlogon est bien présent, sysvol également. Nous allons maintenant passer à l'étape numéro 2 de cette seconde phase de test. Au cours de l'étape numéro 2, nous allons tester l'authentification de l'administrateur que nous avons créé au cours de la configuration de Samba. Et nous allons effectuer cette tâche avec la commande que voici. Je retourne donc dans mon fichier txt pour copier la commande de test du compte administrateur. Et sur mon serveur Linux, via l'interface PuTTY, je vais exécuter cette commande. Voilà, le système me demande de fournir le mot de passe d'administrateur. J'avais pris soin de créer le mot de passe ici. Je vais donc le copier et le coller. Je fais entrer et voilà. Nous avons donc le résultat qui authentifie notre utilisateur qui est l'administrateur. Nous passons maintenant à l'étape numéro 3 pour tester le bon fonctionnement du système DNS. Au cours donc de cette étape, nous allons simplement tester 3 enregistrements de ressources de notre système DNS. Il s'agit de 2 enregistrements de ressources de type SRV et un enregistrement de ressources de type A. Si ces 3 enregistrements sont validés, cela signifie que notre système DNS a été correctement installé et configuré. Là, vous voyez simplement le nom de notre domaine que nous avons utilisé pour le déploiement de Samba. Nous partons donc tout de suite avec les différents tests concernant les 2 enregistrements de ressources de type SRV et l'enregistrement des ressources de type A. Je retourne donc dans mon fichier txt et je copie la première commande de test du premier enregistrement de ressources de type SRV. Et je l'exécute sur mon serveur Linux via PuTTY. Voilà, il a trouvé l'enregistrement de ressources SRV par cette réponse. Et là, nous pouvons bien identifier le nom FQDN de notre serveur Linux. Je vais également tester le second enregistrement de ressources de type SRV. Je retourne donc dans mon fichier txt et je copie cette seconde commande qui permet de valider l'enregistrement de ressources de type SRV géré par Kerberos. Je colle cette commande sur mon serveur pour l'exécuter. Et voilà. J'ai donc une réponse correcte pour dire que Kerberos fonctionne correctement. Enfin, je vais tester l'enregistrement des ressources de type A qui va définitivement valider le bon fonctionnement de mon système DNS. Je retourne donc dans mon fichier txt et je copie la commande de test de l'enregistrement des ressources de type A. Je fais OK et voilà, le système me sort 2 serveurs DNS. Le premier, c'est le serveur Samba et le second, c'est l'adresse NAT de notre serveur. Vu que nous sommes dans un environnement VMware Workstation, cette adresse, c'est l'adresse locale dans le réseau privé de VMware. Et l'adresse que vous voyez ici, c'est l'adresse NAT de notre serveur Linux. Elle correspond donc
à l'adresse côté VMware Workstation. Parce que souvenez-vous que dans notre configuration, nous utilisons une NAT pour communiquer avec Internet. Donc, cette seconde adresse est l'adresse côté NAT, mais qui correspond à l'adresse du serveur Samba. Voilà, nos différents tests de validation du bon fonctionnement de notre serveur Samba sont donc terminés. Nous allons maintenant passer à la phase de jonction de nos postes clients au domaine Active Directory sous Samba 4. Alors, à cette étape numéro 4, nous allons joindre le poste numéro 1 qui nous a servi pour l'administration de notre serveur Linux au domaine skills.local. Et ensuite, nous allons installer l'outil ersat-tool que nous avons préalablement téléchargé afin de nous permettre d'utiliser ce poste pour l'administration de notre domaine Active Directory. Je me rends donc sur le PC1 et dans les paramètres de ce poste, je vais configurer la jonction à notre domaine Active Directory. Je clique sur Modifier et dans Domaine, je saisis skills.local. Je fais Entrée. Voilà, ici je saisis le nom d'utilisateur administrator. Alors, faites bien attention, c'est administrator et non administrateur. Et ici, je saisis le mot de passe que j'avais défini lors de la configuration de notre domaine. Voilà, et je fais Entrée. Si nous avons le message Bienvenue dans le domaine skills.local, cela signifie que notre configuration a réussi. Dans le cas contraire, c'est un échec. Nous restons donc patients. Et voilà, le message Bienvenue dans le domaine skills.local apparaît. Cela signifie que notre configuration est une réussite totale. Je vais faire donc OK, puis redémarrer mon poste client. Voilà, notre poste a redémarré et je vais maintenant m'authentifier en tant qu'administrateur. Donc ici, je saisis encore administrator et je mets le mot de passe que j'avais défini pendant la création de cet utilisateur. Je vérifie le mot de passe et je fais suivant. Le profil est donc en train d'être créé. Et voilà. J'ai donc à ma possession mon nouveau bureau en tant qu'administrateur du système Active Directory. Je vais maintenant installer l'outil ersat-tool que j'avais préalablement téléchargé. Alors, vous pouvez trouver cet outil sur Internet en faisant une petite recherche dans Google. Je vais donc l'installer afin que mon poste Windows 10 me permette d'administrer l'infrastructure Active Directory de Samba 4. Je vais rechercher mon fichier exécutable. Voilà, ersat-tool. Je vais faire un clic droit, ouvrir. Voilà, préparation de l'installation. Et j'accepte le contrat de licence et l'installation démarre. Voilà, l'installation de ersat-tool est terminée. Je vais donc cliquer sur Fermer et exécuter l'outil. Je fais donc un clic droit sur Démarrer et dans Exécuter, je tape dsa.msc.
et je fais Entrée. Voilà, notre console MMC Active Directory s'ouvre donc exactement comme cela se fait sur un serveur Windows 2012 R2. Voilà, nous avons ici les différents dossiers. Voilà, User, Computer, Built-in, exactement comme sur un contrôleur de domaine Windows 2012 ou 2008. Cela prouve donc que notre installation est un succès. Nous allons maintenant utiliser cette console pour effectuer les mêmes manipulations que nous faisons lorsque nous sommes sur un serveur Windows 2012. Je vais donc créer deux autres utilisateurs qui vont me permettre, à la dernière étape, de joindre mes deux autres postes au domaine pour terminer notre démonstration. Nous allons donc passer à l'étape numéro 5, qui constitue la dernière étape de notre présentation, pour créer deux autres utilisateurs qui vont nous permettre de joindre les derniers postes au domaine Active Directory sous Samba 4. À cette dernière étape, nous allons donc utiliser l'outil AirSat Tool pour créer deux utilisateurs et joindre nos deux derniers postes au domaine Active Directory. Je retourne donc dans mon interface MMC de gestion de Active Directory et je vais créer une unité d'organisation que je vais appeler Skills. Voilà. Et à l'intérieur de cette unité d'organisation, je vais créer deux utilisateurs. Un utilisateur que je vais appeler User1 je vais fixer le mot de passe pour faire plus simple. En cochant l'option, l'utilisateur ne peut pas changer le mot de passe. Et je vais utiliser mon même mot de passe que j'ai utilisé pour créer l'administrateur. Et je vais faire suivant. Voilà. Je vais aussi créer le second utilisateur que je vais appeler User2. Je fais suivant. Je vais fixer le mot de passe. Voilà. Je fais suivant. Et voilà. Nos deux utilisateurs étant créés, je vais maintenant me rendre sur le poste numéro 2 et joindre ce poste au nouveau domaine. Voilà. Modifier. Je saisis le nom du domaine. Je fais Entrée. Voilà. Et avec mon même compte administrateur, je vais joindre ce poste au domaine. Et voilà. Bienvenue dans le domaine skills.local. Je fais OK. Et je redémarre ce poste. Je vais passer sur le poste numéro 3. Voilà. Je vais faire la même manipulation. Voilà. Je saisis le domaine skills.local. Je fais Entrée. Je définis les mêmes paramètres de mon administrateur. Voilà. Je fais OK. Et voilà. Bienvenue dans le domaine skills.local. Je vais également redémarrer cette machine.
Voilà, le second poste a fini de redémarrer. Je vais m'authentifier avec l'utilisateur numéro 2. Donc, je vais m'authentifier avec l'utilisateur numéro 1. Ici, vous constatez le nom NetBIOS de notre domaine qui a été déjà affiché. Je vais saisir le mot de passe. Et voilà. Nous venons donc de nous authentifier avec les accès de l'utilisateur numéro 1. Je vais maintenant me rendre sur le poste numéro 3. Pendant que le profil de l'utilisateur numéro 1 se construit sur le poste numéro 2. Voilà. Je vais donc m'authentifier ici avec user 2. Je vais saisir mon mot de passe. Et voilà. Nous voyons donc apparaître ici user 2, ce qui signifie que le profil est en train d'être construit sur ce poste. Voilà, nous avons le message de bienvenue. Voilà. Nous allons attendre patiemment la fin de cette étape pour valider définitivement sur les deux postes clients que la jonction au domaine skills.local a réussi. Voilà. Les deux profils sont donc en train d'être construits. Voilà. Les deux bureaux apparaissent donc pour le PC2 et ici pour le poste numéro 3. Nous allons donc rapidement vérifier que les deux postes ont effectivement joint le domaine. Voilà. Je vais faire un clic droit sur PC, propriété. Et voilà, ici, je vois bien le nom FQDN du poste Windows 10. Je me rends également sur le poste numéro 2. Et je vais vérifier le nom FQDN de ce poste. Voilà. Cela signifie bel et bien que nos deux machines ont intégré le domaine skills.local géré par notre serveur Samba 4. Voilà. Cette présentation est donc une réussite totale. Ainsi s'achève notre démonstration. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle vidéo.